Bon bah salut à tous, on est de retour pour un nouveau podcast confiné et aujourd'hui je suis pas avec des méga stars mais des stars dans mon cœur, je suis avec Boris Langenstein et Tiffaine Duperrier. On dit comme ça Langenstein? Tu as bien prononcé, c'est déjà un bon Super. début. Par contre j'ai pas été très poli, j'ai dit Tiffaine en deuxième. Tu m'en veux pas? Non, pas du tout, j'ai l'habitude. Ok, donc t'as l'habitude. Donc du coup, pourquoi j'ai ces deux loustiques avec moi? Parce qu'ils sont déjà guides de haute montagne et ils sont descendus le Nanga Parbat, donc à 8125 mètres à ski l'année passée. Ils nous ont raconté un peu leur histoire. Donc, première question, déjà avant de parler de la montagne tueuse, vous êtes qui, bordel? Tiffaine, tu sors d'où? Tu fais quoi? Moi, je sors des Bauges et puis je suis arrivée à Val d'Isère il y a 15 ans. Ça fait 14 ans que je suis pisteur ici à Val d'Isère et là je suis guide, aspirant guide encore depuis 2 ans. Voilà. Ok. Et je devais terminer cette année. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Le virus a mis fin à tes. Ok. Voilà. Et du coup, ça va se terminer quand? Ça normalement, bon, peut-être qu'on va pouvoir le faire en août, mais c'est pas sûr. Ok. Voilà. Bon, bah si tu veux, on pourra aller faire du canyoning si tu veux. Ouais, mais je crois qu'ils vont nous la donner du coup, la qualif. Ah merde, putain, moi ça m'a pris 20 semaines. Bon, allez, on arrête avec ça. Et toi, Bobo, tu viens d'où? D'Allemagne? Moi, comme tu sais, je suis lyonnais, hein, t'aimes bien me le rappeler. Je suis venu à Val d'Isère il y a une quinzaine d'années, quasiment en même temps que Tiffaine, 2 ans avant. J'étais moniteur, j'ai passé le guide et voilà. Et maintenant, je travaille en tant que guide essentiellement. Et donc, t'es un guide, Ouais. t'es un guide qui skie comme un moniteur ou un moniteur qui skie comme un guide? Ouf. Je suis un guide qui skie comme un moniteur. Ah, ok. Et donc, du coup, comme je disais, vous avez fait l'année dernière, donc c'était en juillet, c'est ça? Ouais. Le Nanga Parbat, donc à 8125 mètres, et vous l'avez, enfin, Boris l'a presque skié en intégrale, et Tiffaine, toi, t'as pas pu skier d'en haut, mais ça, on reviendra sur l'histoire après. Et déjà, pour aller faire une expédition comme ça et tout, c'est combien de fois en Himalaya? J'imagine qu'on va pas, la première fois qu'on va là-bas sur ce genre de montagne, donc comment vous êtes retrouvés? Vous étiez déjà allé plusieurs fois en Himalaya avant? Bah, on y est quand même allé au total 3 ou 4 fois avant. Ok, tous les deux. D'abord avec Carole Ouais. Barret. Ok. Qui est notre troisième acolyte sur ce genre de voyage. Et on a fait Shishapangma et Leila Peak, Inde, et voilà. Ok. Et donc, du coup, tout le temps ensemble, quoi. Ouais. Et Boris est parti une fois aussi avant. Ah ouais, t'étais déjà allé, Boris? J'étais allé au Népal avant, avec Carole aussi, on avait quand même pas mal voyagé avant dans les pays comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Tout ce qui se finit en stand, quoi. Plutôt le Kyrgyzstan. Et en tout, des expéditions, ça devait bien être la 10e, à peu près, peut-être un peu dans la 10e à peu près. Ok. Et donc, l'année passée, juste avant d'aller au Nanga Parbat, vous avez fait le Spartik Peak à 7027 mètres et c'était une première à ski, c'est ça? Ouais, alors on a fait le Spantik. Spantik. C'est pour ça que tu te marres, Tiffaine. Moi, ouais. Je connais pas. Tu sais, moi, je skie au Ménuire dans les Trois-Vallées. Hein. D'accord. Donc, du coup, redis-nous, c'est quoi ce pic que j'ai pas retenu le nom? C'est le Spantik, c'est un 7000 qui est aussi au Pakistan et qui avait été tenté quelques fois à ski, mais qui avait jamais été fait parce que le plus gros problème, c'est en général, on y va assez tôt et les conditions sont pas faciles à gérer. Et c'est quoi assez tôt pour toi? Comment? C'est quoi assez tôt? Parce que là, on y est allé tôt parce qu'après, on allait au Nanga Parbat. Donc, c'était notre sommet pour s'acclimater pour la suite de l'expédition. Donc, il fallait qu'on soit quand même, début juin au camp de base du Nanga Parbat. Donc, ça demande d'arriver mi-mai au Spantik. Ok, parce que pour moi, dans mon esprit, vous aviez fait le Spantik et après, vous aviez dans votre tête l'idée de faire le Nanga, mais c'est le fait d'avoir réussi le Spantik qui vous a amené au Nanga. Mais en fait, le but final, c'était vraiment le Nanga Parbat depuis le début. Ouais, en fait, l'idée, c'était quand même vraiment de s'acclimater, de prendre du temps pour s'acclimater.
chose qu'on n'avait jamais vraiment fait avant et puis ça donne l'occasion de faire, 2 sommets aussi. Donc c'était un voyage avec vraiment 2 sommets depuis le début et puis ça a marché comme ça, quoi. OK, donc du coup, pour, Mmh. mettre un peu dans le contexte, c'est combien de temps, l'expédition? Mmh. C'était presque 2 mois. Ah ouais, presque 2 mois pour faire 2 montagnes, ça fait long, hein, putain. Putain, Ouais, mais on n'est pas rapide, tu sais, hein. ils avancent pas les types. Non, mais avant, sur le Spantique, avant de faire le Spantique, on a fait des petits sommets d'acclimatation entre 5005 et 6000. Ouais, Et après, on a fait le Spantique. En fait, on a été assez rapide parce qu'en 10 jours, le Spantique, entre le moment où on arrivait à, au, à Skardou et le sommet du Spantique, il a dû se passer un peu moins de 10 jours, donc ça allait vite. Et après, on est redescendu, on est allé sur le camp de base du Nanga Parbat, et là, on a refait une autre acclimatation sur le versant du Diama avant de tenter le Nanga Parbat. et donc du coup, vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de comment ça s'est passé cette ascension du Nanga? Je te laisse raconter, Bobo. Donc le Nanga Parbat, donc après le Spantique, on est allé, en fait, c'est quand même assez, c'est des vallées qui sont assez loin l'une de l'autre entre le Spantique et le Nanga Parbat. Donc il y a quand même une petite logistique de voitures avant et de porteurs, parce qu'on utilise des porteurs pour rejoindre les camps de base en général. Donc là, on a eu 2 jours de trekking pour rejoindre le camp de base du Nanga Parbat avec des porteurs. Les porteurs, ils nous déposent du matériel. Avec nous, on a un cuistot et un aide cuistot qui restent tout le temps avec nous au camp de base. Et après, sur la montagne, on est autonome. Donc, on est arrivé le lendemain, le jour où on est arrivé, donc on est parti directement le lendemain jusqu'au camp 2 du Nanga Parbat pour revoir un petit peu la ligne, là où on allait passer. On est redescendu au camp de base. Là, on avait plusieurs options. Quand on est arrivé, en fait, il y avait des super conditions sur le Nanga Parbat. La face était très enneigée. On avait envie de skier, en fait, un truc très direct depuis le sommet, qui est en gros les promontories. OK. Et ça, 2 jours après, en fait, il y a eu une tempête. Ça a été défoncé par le vent. C'était tout en glace, donc c'était plus envisageable. Comme à Val Thorens, quoi. Comment? Comme à Val Thorens, pareil. Ouais, voilà. Sauf C'est que un peu les c'était pas mêmes de la climats. pluie, hein. Et donc, il a fallu qu'on réfléchisse un petit peu à notre stratégie, savoir ce qu'on voulait faire, skier. Donc, on est parti sur le versant du Diama, qui avait été déjà un petit peu exploré par déjà Elisabeth Revol, elle est montée par là-bas. OK. Yannick Graziani et Elias Mileriou, ils avaient fait aussi une tentative à ski par ce côté-là, donc nous, on allait voir aussi. Là, ça nous a permis, on est monté jusqu'à 7500 mètres et on a vu un cheminement possible, mais le problème, c'est que si tu skis le Nanga Parbat et que tu veux redescendre par le versant du Diama, tu es obligé de remonter. En gros, quand tu es à 7003, faut remonter quasiment à 7008 après avoir fait le sommet. Ça nous paraissait un petit peu difficile. Et puis chiant, quoi. Hein? Ouais. C'est chiant. Quand tu mets les skis, t'as pas envie de remonter derrière, quoi. C'est dur. Donc, on avait cette hypothèse, cette option-là à la descente. Ça nous a permis de voir si jamais, de voir une autre descente possible. Donc là, on a fait vraiment une super acclimatation pendant 5 jours, je crois. Mmh. Et après, on est retourné au camp de base et là, on a attendu le bon créneau pour se lancer sur le Nanga Parbat. Et donc, c'est Et quoi là, le bon créneau? Vous avez attendu combien de temps? Bah, le bon créneau déjà, c'était d'attendre que TF1 vienne. OK. Non, il fallait attendre, vraiment au moins une semaine de beau, pour pouvoir partir et ce qui était bien pour nous parce qu'on était finalement prêts, quoi. Après avoir fait, un 7000, remonter une fois à 7005, on avait dormi longtemps en altitude et du coup, on était quand même, enfin, au niveau acclimatation, c'était parfait, quoi. Et OK. puis enfin parfait, c'était pas mal. Et dès que nos routeurs ici en France nous ont annoncé 5 jours consécutifs, à peu près, on est parti. Voilà. Et OK. puis, Et l'ascension, alors, du coup, c'est passé comment? bah, l'ascension, c'est dur, quoi. Mais ça s'est bien passé. On est monté une première journée jusqu'au camp 2, depuis le camp de base.
Donc ça fait à peu près 1008 de dénivelé, ça? Ah ouais. Ouais, crois. à peu près. Ouais. Ah. C'est la partie la plus technique de la voie parce que tu es obligé de remonter un mur qui s'appelle le mur Kinshoffer. Là, c'est le seul endroit où on a utilisé les cordes fixes. C'est 150 mètres de rocher, c'est vertical. Et sans les cordes fixes, c'est pas évident à grimper, quoi. Enfin, ça demande. Enfin, faut être, c'est peut-être, je sais pas ce que ça représente en cotation escalade, mais c'est pas la même entreprise, quoi. Tu dois Ouais, y ouais. passer la journée, je pense, à grimper avec des skis, des trucs. Voilà, et donc tu avances comme ça, donc camp 2, après on a fait camp 3. Camp 3, je sais plus, bref, quelle altitude c'est, mais pareil, bah, c'est assez raide tout le long, en fait, l'ascension, enfin la voie normale du Nanga Parbat, c'est déjà pas, enfin, il y a pas beaucoup de repos, on va Ok. dire. À part quand tu sors vraiment à un moment donné, après le camp 3, en fait, tu sors sur un espèce de plateau qui arrive au camp 4. C'est une grande, grande traversée. Et là, c'est un peu déprimant parce que tu te dis qu'en fait, il y a une montagne sur la montagne, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, tu te dis putain, merde, il y a encore un truc au bout, quoi. Et donc là, camp 4, 7003. À peu On est le. près Ouais, 250. ouais, voilà, 7250, hein. Soyons précis quand même. Ok. Sinon, on va se faire On est découper, hein. on va dire. Attention. Oui, c'est ça. On est tombé dessus. Et du coup, en étant arrivé là au camp 4, le lendemain, on s'est dit bon bah ils annonçaient un créneau météo. Enfin, c'était bien pour tenter le sommet, donc on s'est lancé. Un peu la fleur au fusil, je pense, peut-être, parce qu'on s'était couché bien assez tard la veille et on n'est pas parti très tôt et sans lampe frontale. Donc Ah, l'Amérique, voilà, quoi. c'était des brillantes idées. Vraiment, on s'est dit qu'on était rentré avant la nuit, quoi. Ok. Et On est parti les jours, on n'avait pas imaginé qu'on allait rentrer à la nuit. Trop vite, on s'est fait avoir. donc, donc bon, bah, on est parti, 900 mètres, hein, la dernière partie, Ouais. 34 sommets. 900 mètres de dénivelé, et puis là, c'est long. Et Là, c'est puis c'est vraiment haut. très. C'est haut, c'est haut et c'est Ok. long. Putain. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu arrives pas au sommet? Alors ça, c'est la première tentative. Ok. Donc en fait, on s'arrête parce que ça commence à devenir un peu mauvais, le temps, si tu veux, et il commence à faire nuit. Donc on se dit qu'il faut redescendre, quoi. Ouais. Donc là, on monte tous les deux. Moi, je monte à peu près à 7990. Boris Ouais. à 8040. Et puis on redescend au camp 4. On se repose une journée et on se dit, allez, on se remet un petit coup pour le faire, quoi. Pour retenter, on y était. Ah, Donc, comme Kylian, quoi. 2 fois dans la semaine. voilà. Ouais, Donc on est. à la descente, c'est là où en fait ça a été un peu quand même. Cette descente-là, c'était quand même assez ambiance parce que la pente, c'est pas extrême, ça devait être 35-40 degrés. Mais bon, on n'avait plus de lumière, donc on s'allumait avec nos smartphones Ah et, ouais. et on s'est laissé descendre. On a fait un peu sur le côté. C'était un peu le branle-bas quand même pour rentrer à la tente. Ouais, Une, j'avoue, ouais, jolie, c'est clair. une jolie Moi, feuille morte jusqu'à j'ai la laissé tente. une chaussure en descendant. Ah oui. Ouais, Ouais. c'était Sportif, quoi. c'était drôle. Ouais, On est arrivé à la tente, on était contents. ouais, on était contents, c'est clair. Ouais. Et donc, du coup, le lendemain, alors, redépart vers le sommet, quoi. Le lendemain, journée de repos, chill, Ouais. tranquille. On se refait et le surlendemain, Enfin, t'imagines pareil. comme on se rendait à 7250 mètres. Ouais, tu joues pas à la Game Boy, quoi. Non, on n'a même pas regardé une série. Même Ah, pas. parce que vous auriez pu regarder un petit Punisher sur Netflix, vite fait. Bah ouais. Je peux te dire qu'on a une collection de séries sur nos smartphones en général, on peut pas tomber comme ça. Mais là, on était un peu fatigué, on n'a pas regardé de série, c'est très très Ouais. rare. Ok. C'est un signe déjà Ouais, c'est un signe qui parle, quoi. un Ouais. premier signe d'alerte. Ouais. Et après, du coup? Et après, du coup, à cette deuxième tentative, donc on repart pour le sommet. Évidemment, nos traces se sont fait
renflouir quoi, par la neige, le vent. Ouais. Donc tout à refaire et moi, si tu veux, à un moment donné, à 7008, si tu veux, j'ai la tête qui marche plus et j'ai un peu comme, si tu veux, comme si je perdais, l'équilibre. J'avais beaucoup de mal à m'équilibrer dans la pente, ce que j'avais déjà ressenti à la première tentative un petit peu. Mais je savais OK. pas trop ce que c'était. Enfin, je saurais pas vraiment expliquer, mon état, psychologique et physique parce que c'était très particulier et il s'est avéré après au retour que j'avais, une otite. Ah OK. Donc c'était Heu, au niveau de l'oreille interne que tu voilà, perdais l'équilibre, quoi? ouais et ça m'a, j'avais un tympan, crevé, si tu veux. OK. Donc je pense que c'est un peu lié, Ouais. le fait que, tu sais, j'y arrivais pas et puis, donc là, je sais pas exactement comment c'est passé, c'est dur à expliquer, hein. Mais Boris était un petit peu devant moi, il m'a un peu distancée et puis moi j'en pouvais plus et j'avais vraiment très peur que ma tête, elle revienne plus à la normale, si tu veux. Ouais. Et puis, bah, là, Boris, il était en forme et je lui ai dit que s'il voulait continuer, enfin, il fallait et que moi je l'attendrais là. OK. Du coup, tu as Voilà. attendu dans quoi? Dans un trou? Ouais, j'ai fait ouais, j'ai creusé un petit trou sous un rocher et puis voilà. Puis j'ai Et tu attendu. et tu as regardé, Game of Thrones? Non, 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 là, j'ai dormi un peu. Non, là, j'ai dormi un peu et je regardais surtout ma montre. OK Ouais. et toi, Boris, du coup, tu es parti tout seul? Ouais, mais là, quand on en reparle, c'est toujours un moment un peu délicat, cette séparation. Parce que sur le coup, ça s'est passé, en fait, ouais, on marchait, on s'était quand même bien relayés pour faire la trace. Tiffen, elle allait plutôt bien, mieux que la première fois où on avait grimpé. Mmh. Je me trompe? Enfin, en tous les cas, Ouais, non, c'était non, je pense que enfin, je sais pas, et j'étais puis dans du un bon coup, en truc. fait, c'est des traces qui sont quand même, qui sont vraiment pénibles. Soit tu as de la neige assez profonde, donc ça, à la limite, c'est assez classique, mais là, c'était plus, il y a des moments, il y avait des transitions, on arrivait sur de la neige inconsistante avec, je sais pas, 10-20 centimètres sur des cailloux ou des dalles un peu lisses. C'est hyper dur de trouver ton équilibre et c'est hyper fatigant, quoi. Tu arrives pas à trouver un rythme, tu peux pas marcher correctement. Ouais, ça Donc m'a fait ça une c'est fois, un passage comme ça, en fait, qu'on s'est un peu distancés ouais. et là, je me suis retourné, Tiffen, elle me dit: «J'arrête». Je dis: «Bah, pourquoi?» Enfin, en gros, Ouais. Pourquoi? «Pourquoi t'arrêtes? C'est con, quoi». Enfin non, bref, elle me dit: «J'arrête». Je lui dis: «Bah, OK». Je dis: «Bah, rentre au camp de base, rentre au camp 4 plutôt». Là, elle me dit: «Non». Moi, je le prends un peu comme ça, je dis: «OK, bah, tu veux rester dans ton trou, Reste dans ton m'attendre trou. dans ton trou». Et puis je le prends un peu légèrement parce que ça fait quand même 4 jours qu'on est à 7003. Là, on est à 7008. Ton cerveau, il est un peu, Mais il y est plus, hein. il prend les choses un peu plus légèrement. Donc, j'ai dit: «OK». Je suis parti. Je me suis dit: «Bah, je vais aller voir». J'avais au j'étais vraiment, j'avais aucune, je pensais pas arriver au sommet, quoi. Je suis parti en me disant: «Bah, je vais continuer 100 mètres puis on verra bien». Et puis bon, bah, j'ai continué, j'ai atteint le point que j'avais, 2 jours avant où j'avais fait demi-tour. Là, la neige, elle était toujours pénible, mais en fait, après, j'ai fait 50 mètres de plus et je suis tombé sur de la neige dure, donc ça doit être vers 8050. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit: «Bah, c'est bon, là, C'est gagné. je vais au sommet». Parce que d'un coup, je me suis mis à ravancer, avant, je devais faire, 80 mètres/heure et là, d'un coup, je me suis mis à faire peut-être 100 mètres/heure. Ah ouais. Mais il était en slip et il courait, en fait. Soir, je fais du non, mais en fait, voilà, donc après, les conditions étaient meilleures, je suis arrivé sur l'arête. Le seul problème, c'était le temps qui était hyper c'est ça depuis le début qui m'inquiétait, c'est qu'on avait un créneau, mais c'était pas un super beau créneau. Parce qu'en fait, on en a pas vraiment parlé, mais Ouais. un truc quand même un peu important, c'est que quand, le jour où on est parti, notre pote, notre auteur, il nous a fait: «Ouais, c'est bon, le créneau, il est le jour, ils sont vous avez un super, créneau», je crois que c'était 28-29, juin. Ouais. Et quand on est arrivé au camp 2, pour monter au camp 2 du camp de base avec les skis sur dos et tout le barda, c'est quand même une bonne petite mission. Et on est arrivé au camp 2, il nous a dit: «Ouais, bah, en fait, le bon créneau, il est 3 jours plus tard, c'est peut-être pas super que vous y alliez maintenant».
Ah ouais. Et là, on a réfléchi un petit peu avec Tiff et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il nous a annoncé un peu la météo. La météo, c'était le genre de météo qu'il y avait eu toutes les semaines d'avant. C'est jamais du grand mauvais, mais c'est les après-midi, il y a un petit peu de neige qui revient. Et voilà. Et avec Tiff, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on tente le coup comme ça. Parce que de toute façon, il y avait d'autres expéditions au camp de base et on n'avait pas spécialement envie de grimper avec les autres. Ok. Ouais. Et on s'est dit, on continue. Donc voilà. Donc on est arrivé donc je suis arrivé au Nanga Parbat. Il y avait quand même il y avait vraiment beaucoup de vent, un peu des nuages. Voilà, j'ai fait un bout de vidéo, j'ai fait une photo. J'ai presque pas pleuré, je crois. Non, j'ai pas pleuré. Oh, C'est pas drôle. c'est tellement beau Et, quand tu pleures. Bon, après, hein, ça vaut pas Tellement la beau grande quand tu casse, pleures. non? et ça vaut pas la grande casse. Et je crois même pas que ça. Tu vois, les couloirs des Saints-Pères à Valto, à mon avis, pas loin du compte, quoi, en termes de. Ok. Et après, la descente, elle s'est bien passée? Alors ouais, bah du coup, ça s'est bien passé. Donc moi, je suis arrivé jusqu'à 8080, c'était skiable. J'ai fait les 40 derniers mètres. C'est une arête en rocher. Ça doit pouvoir se skier un jour où il neige avec 100 vent et ça comble un peu les cailloux et tu arrives à passer avec des skis. Mais là, voilà, il y avait pas d'intérêt. Donc j'ai chaussé à 8080 mètres à peu près. Là, j'ai rejoint Tiffen. Mais enfin, pour chausser, là, ça a l'air facile, mais pour chausser, en fait, on utilise une surchaussure en néoprène et en plus de ça, on avait mis un système d'isolation du multicouche comme tu peux mettre sur ta maison entre la surbotte et la coque. Mais ça marche, c'est assez efficace. Mais le problème, c'est que quand tu veux chausser des fixations à un cerf, mon pauvre, à 8000 mètres, tu peux y passer quelques heures. Là, tu arraches tout ce que tu peux, tu chausses et je sais pas, peut-être 45 minutes après, j'étais enfin arrivé à mettre ses skis en t'énervant un petit peu. Il faut quand même garder ton sang-froid parce que t'as envie de Bon, là, t'as pleuré. passer. Là, t'as pleuré, je pense, en chaussant. Ah, T'as C'est pleuré là. en chaussant, là. j'en étais pas loin. Ouais. Ils ont failli voler en bas sur. Et là, après, Et t'as donc réussi là, à skier? je peux te dire que c'était un grand soulagement. Il Ok. était dans son. Et ça, c'était vraiment cool. Ok. Ouais. Et là, vous avez pu redescendre assez bien jusqu'au camp? Alors, assez bien. Ouais, techniquement, si tu veux, on était fatigué, mais oui, c'était Ouais. cool. Et surtout, c'est un moment incroyable qu'on a eu parce qu'on a eu trop de la chance. Il y avait justement, donc il y avait ces nuages et avec les nuages, bah, ça fait quand même des ciels incroyables avec un peu de soleil et on est descendu jusqu'au camp 4 dans une lumière, c'était fou, quoi. T'es à 7000 mètres, Ah, ça devait c'est être magnifique, ouais. Ouais. dingue. Trop beau. Ok. Et donc, du coup, j'avais une question, mais du coup, vous en avez parlé. Il y avait du monde dans le coin, alors? Ouais. Ouais. C'était. Il y avait 15 autres. On était 15 en tout. Ouais. 3 expés différentes, dont le fameux Nims Dai qui a fait les 14 8000 en 7 mois. Ah oui, il était là, Ouais, lui. ouais, il était là, lui. Ouais. Ok. Avec, Il a fait la trace. avec sa petite équipe. Et puis, il y avait des Russes avec un Italien. Ouais. Donc, Italien qu'on avait déjà croisé sur le Lelapic. Et puis des Géorgiens. Ok. Voilà. Ouais. Et il y a une compétition ou c'était juste que voilà, vous vouliez pas être avec eux sur la montée? Globalement, nous, on avait déjà beaucoup d'avance sur l'acclimatation et je pense qu'on n'a pas la même vision de l'alpinisme, je pense. Eux, ils ont une pratique himalayenne, si tu veux, de, de la montagne, quoi. C'est-à-dire en posant des cordes fixes, en montant des camps, euh, en avançant, si tu veux, sur des temps. Enfin, ils vont toujours au même endroit et ils montent un petit peu plus haut à chaque fois en fixant des cordes et en déposant de la nourriture, des tentes et des trucs comme ça. Ok. Donc, ça ne nous intéressait pas d'être avec eux parce que déjà, nous, on n'a pas de corde fixe et surtout, on était plus acclimatés donc on voulait faire notre truc, quoi. Ouais, normal, ouais. Mm. Ouais, Ok. puis après, ouais, parce que là, eux, ils se sont retrouvés, vu qu'en gros, il y a eu un créneau juste après, ils sont tous partis. Donc après, tu remontes un peu. Bah,
14 personnes sur une voie normale, c'est rien, hein, mais ça fait quand même que tu montes, tu te retrouves, c'est plus du tout la même aventure, quoi. Tu te retrouves à 15 à monter ensemble, alors que là, on est monté à 2 en technique quasiment alpine, d'abord c'est le chauffeur et c'est une autre aventure. Ouais, ok. Et donc du coup, j'ai une question par rapport à la préparation. On sait très bien que quand on est guide de haute montagne, on n'est pas millionnaire. Et comment vous avez fait pour préparer cet expé, quoi? Ah, je suis perspicace, hein. Bah, Bobo, il est millionnaire, lui, par contre. Je sais pas comment il fait. Ah ouais, c'est pour Ouais. ça qu'il achète des voitures avec Cédric Gand. Enfin bon, on s'écarte. Non, parce que tu vois, j'ai interviewé Jérémy Yates il y a pas longtemps, et lui, il a accès à quelque chose, pouvoir s'entraîner en hypoxie et tout à Genève, et vous avez pas du tout ça, quoi. Ça coûte vraiment des ronds. Lui, il y a Red Bull derrière. Donc, comment on fait pour s'entraîner en France quand on est guide pour aller faire ce genre d'expé? Bah, je pense que, enfin, moi personnellement, j'ai pas de stratégie à part de faire de la montagne dès que je peux, en dehors de mon temps de travail. Enfin, quand je peux en faire pour moi, j'en fais pour moi. Et puis c'est aussi par contre de bosser le plus possible pour payer l'expé, quoi. Ouais. Mm. Et toi, Mm. Boris? Ben, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Sachant que l'hiver, j'essaye quand même de travailler au maximum. Enfin, je travaille vraiment à fond. Ouais. Euh, Heureusement, bah, je suis guide de haute montagne, donc ça me permet d'être actif et voilà, d'être toujours un peu en montagne. Mais c'est vrai que sur des projets comme ça, t'aimerais bien arriver des fois un peu plus affûté. Mm. Mais, Ouais, ouais. Et mais des fois, tu voilà. peux pas, quoi. Ok. Et donc, du coup, je rebondis là-dessus. C'est quoi le prix d'une expé comme ça, quoi? Et vous l'avez financé comment? Alors cette année, vu qu'on avait là cette année, c'est une expé qui nous a coûté quand même assez cher parce que on a fait 2 sommets, donc à chaque fois, vu que c'est des sommets qui sont à plus de 6500 mètres, il faut des permis. Donc le permis du Spantic, c'est pas très cher, c'est aux alentours des 1500 euros. Le permis du Nanga Parbat, c'est un peu plus cher, ça doit être, je sais pas, 5000 euros. Et après, bah, il y a toute la logistique. Déjà, le vol intérieur des Islamabad à Skardou. Après, il y a les porteurs pour le camp de base, il y a la nourriture. Et en gros, sans les billets d'avion entre la France et le Pakistan, on en a pour 10 000 euros chacun, sans le matériel, sans les lyophiles. 13. 13, Ça, pour être ça précis. Ouais. 13 Moi, 000 pour être précis. 13 000 pour être précis. ouais, c'est 13 000 chacun. J'allais dire, Voilà. en gros, on a dû en avoir pour 25 000 euros, je pense. On a dû Ok. lâcher. Et vous avez financé comment? Vous avez des sponsors? Bah, du coup, là, cette année-là, on a eu vachement de chance parce que moi, j'ai un client qui a fait comme un crowdfunding avec des amis à lui, en fait. Et j'ai rencontré une personne, mais complètement par hasard, qui a été intéressée par le projet et qui nous a qui a fait du mécénat, quoi, en Ok. fait. Voilà. Et qui l'a financé à Et combien de pourcents du coup? du coup, ça faisait à hauteur de 11 000. Ok, Comment? ouais. Attends, Donc, j'ai pas Voilà. entendu. Ouais, attends, il y a Boris, il est en j'avais train de faire. Ouais, donc c'était financé à hauteur de 11 perdu 000. le son. J'ai Voilà. perdu le son. Ouais, là, c'était 11 000 euros. On a trouvé 11 000 euros de financement. C'est ça, c'est ce Ouais. que vous. Ouais. Ouais, c'est ça. Et le Ouais, reste, c'est ça. c'était de votre poche. Ouais, bah voilà. Après, on a mis, en gros, je sais pas, cette année, ça nous a peut-être coûté 7 000 euros chacun, quoi. Ouais. Ok. Mm. Et en termes de On a déjà fait matos, mieux, hein. On a déjà fait mieux. Parce que Tiffany, il faut savoir qu'elle a déjà emprunté de l'argent à une banque pour repartir en expédition. Bah, je ah bah paye tu sais, toujours mon crédit, hein, du Ouais, chicha. elle paye un crédit encore. Je c'est paye vrai? toujours mon crédit. Bah ouais. Ah, mais faut que tu demandes à Macron, il finance Air France. Il peut peut-être te financer ton entreprise aussi. Ah, peut-être, pourquoi Faut pas. demander. Et en termes de matos, vous avez quoi sous le pied? Le plus light possible ou? Je laisse parler l'expert. Allez, vas-y, l'expert. Alors, en termes de Attends. matériel, on utilise. Alors là, pour le Nanga Parbat, on a utilisé, donc nous, on a équipé par Volkel, donc on a utilisé des VTA 88, moi des light, Tiffen des normaux. Je regrette. Je C'est des, regrette. J'aurais bien pris des lights. Ok. c'est des skis qui font 1 kg, c'est light, mais c'est pas non plus, tu pourrais faire plus light. Après, on utilise la marqueur alpiniste qui est pas très légère, mais qui est super fiable. C'est une fixe qui doit peser 550 grammes la paire. Et en chaussures?
Et en chaussures, cette année, on a utilisé des Dynafit. Ouais. Et c'est sur les chaussures, on a des chaussures light parce que Tiffen, elle a des TLT performance. Et moi, j'avais des espèces de daubes de Dynafit. Ok. Oula. Et ok. Non, mais parce qu'avant, ils avaient un super modèle, mais ils l'ont changé et il est vraiment pas terrible. Ok. Bon. Et, et donc du coup après, bon, je rebondis encore. Ça c'est du matos qu'on vous offre. Oui, c'est Ça du rentre pas matos. dans le budget global. Non. Non, c'est sans le Ok. matériel. Mm. Non, ouais, tout le matériel, en gros, on a un partenariat pour ce qui est fixation, chaussures. Enfin, chaussures maintenant, parce qu'ils avaient. D'habitude, on a des Dalbello, mais là, Dalbello, ils n'avaient pas un modèle qui correspond à ce qu'on voulait. Donc, mais là, ça va changer. Mais en tous les cas, on a chaussures, fixation, ski. Après, pour les vêtements, Tiffen, elle a des vêtements avec Lagoped, moi avec Rab. Les tentes avec Rab. Voilà. Et Ok. si là-haut, les sacs, quand même. Et les Hein scies là-haut, les Et sacs, si pardon. là-haut, les sacs, ouais. Ouais. Ok. Voilà. Mm. C'est tout du matos qui est que quelqu'un, un grand public peut se procurer. Tout à fait. On a rien. Vente libre. On n'a pas de pro modèle encore. Ok. Ah, mais Ça c'est va bon à venir. savoir. Quand on fait un 8000, faut savoir le genre de matos qu'on utilise. Je rebondis là-dessus. Est-ce que on passe à la vidéo? Est-ce que vous regardez un peu des vidéos de ski, comme des trucs comme d'alpinisme ou même de free ski, genre la liste de Jérémy, Tiffen? Ben, ouais, moi, ouais, un petit peu. Je peux pas dire que je sois calé, mais la liste, je l'ai vue, ouais, c'est sûr. C'est tout? Mais ouais, la liste, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, je voudrais bien voir la suite, là, Ouais, Everything or Nothing, c'est ça. parce qu'il est allé au l'Olympique. Ah ouais, ok. Ouais, voilà, Ce- j'aimerais bien voir les images de ça. Et un petit peu, je regarde plus des vidéos d'alpinisme, pour être Ok. honnête. Surtout ce que font le GMHM, je trouve ça. Enfin, c'est vraiment des trucs qui sont classe et bien faits. Voilà. Et toi, Boris? Bah là, je peux te dire qu'avec le confinement, je me suis farci tous les. Parler de VTT, de ski, d'escalade. Escalade? Ouais, même escalade, c'est te dire. Ah ouais, Surf, ouais, non, là, je suis calé. ok. Donc tu regardes des films et t'es intéressé par tout alors. Je sais pas si je suis intéressé, mais je les regarde. Et c'est quoi vos futurs projets? Ben, là, on avait un projet cet automne en Inde, donc qui apparemment ne pourra pas se faire, hein, je Ouais, pense. faut pas rêver. Non, faut être un peu réaliste. C'était un projet un peu qui allait sortir un petit peu de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Une descente sur un sommet à 7000 et puis une ascension de sommet sur le Shivling. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. Donc ça aurait été une expé qu'on partageait avec des kayakistes, Ah ouais, carrément. carrément. Et on aurait fait de la montagne avec eux sur ce sommet du Shivling, de l'alpinisme classique, et eux Ouais. après faisaient une première descente de rivière. Mais il est pas enterré le projet. Non, le projet n'est pas enterré. Pour cette année, c'est foutu, mais on verra. Ok. Et c'est Voilà. des gens qui ont une base en alpinisme quand même? Oh bah, on va les entraîner un peu. Ok. Non, si, c'est des gens de la montagne, ouais. Ok. Mm. Ok. Boris, un truc à rajouter à ça? Moi, des projets, Bon, c'est pas ce qui manque. j'ai Ah j'ai- si, j'ai eu le temps d'en faire, je peux te dire, là. J'en ai plein quand je pense. Ouais, non, des projets, j'en ai plein. Dès qu'ils vont se concrétiser rapidement, j'en sais rien. On verra, ça va dépendre un petit peu de la suite, quoi. Ok. Tu peux nous dire déjà quelque chose ou tu fais la langue de bois là? Bah non, parce que ouais, j'ai envie de retourner rapidement sur un 8000, le plus vite possible. Après, on a ce projet avec Tiffen. Et on a un autre projet avec Tiffen là qu'on est en train de faire pied depuis 2 jours là. Ah, Et ça ok. sera pas avant 2021 et ça sera un long projet. Ok. Mais on va pas en parler tout de suite parce que non, il est à c'est peine, ouais. c'est à Ok. peine une ébauche, mais on espère qu'elle va aboutir.
Ok. Et cette question, j'ai oublié pendant qu'on parlait de votre ascension. Ça fait quoi d'aller sur la montagne de la mort? Ça vous est pas flippé à la base? Bah, on a eu beaucoup plus peur sur le Spantik avant que sur le Nanga Parbat. Donc. Donc du coup, ouais, Ah, c'était. non, en fait, là, cette année, nous, quand on a été sur le Nanga Parbat, au niveau des conditions, c'était top. On s'est pas fait peur une seule fois. Alors, c'est une montagne, t'es engagé. Il y a un moment, c'est de la haute altitude. Mais il n'y avait pas de danger trop d'avalanche, de chute de sérac, donc ça fait que tu es quand même beaucoup plus serein. Ok. Ok. Donc on va passer aux questions rapides. Hein Je passe aux questions rapides. Ouais. Est-ce que vous allez répondre chacun à votre tour et on laisse Stephen parler en premier? Boris, pour une fois. Hein? Donc, Rancho ou Bonap? Putain, Rancho, je suis désolé. Oh putain. Ouais, Pourtant, t'as jamais été dans Rancho, t'as été dans Bonap, quoi. Moi? Ah oui, putain. Ah ouais. Ah non. Ah non. Ah non. Ah ouais. Mais non. Mais en fait, Oui, non. mais non. Ok. Et toi, Boris? Rancho, je connais pas, donc bonne app. Ah, bah, ça c'est bien ça. Je te rappelle, parce que pour ceux qui regardent Bonap, il a fait le. Comment on l'avait appelé cet épisode? Où t'étais là? C'était tous les hors-pistes de Team Val d'Isère. Je sais même plus comment on l'a appelé l'épisode. Le Grand Chelem. Le Grand Chelem, c'est vrai. Roblochon ou Beaufort? Tom des Bauges. Eh oui, putain, Bauge. Ouais. Non. C'est Tom des Bauges. Bah, c'est Tom des Bauges, ouais. Je peux pas dire autre chose que ça, sinon je suis déshérité. Ok. Boris? Beaufort. Ah, c'est bien. Kylian ou Jean-Marc Boivin? Jean-Marc. Boris? Ah, j'aime bien Kylian. Ça m'étonne pas, tiens. Everest J'aime bien Jean-Marc aussi. Hein. Les deux, Ouais. les deux, Les deux ont sont, quelque chose. les Ouais, deux bah, ont apporté quelque chose et ont fait évoluer quelque chose dans tous les cas. c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on n'a qu'une réponse. C'est comme à l'école. Hein. Ah, mais j'ai toujours été indécis comme garçon. Donc, Everest ou K2? K2. 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 K2-2, ok. Ah, ça elle est bien. Canyon ou escalade? Escalade. Ça toi, mouille, Boris? le canyon. Canyon, mais qu'avec toi. Ok, cool. Et la dernière, Chamonix ou la Grave? La Grave. Sans hésitation, la Grave. Cool. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas parlé? Non, c'est bien. Non, ça va. Super. Donc, est-ce que vous êtes sur Instagram ou Facebook? Moi, je suis sur Facebook. Ok. Voilà. Instagram, non. On va dire que non. Donc, t'y es, mais tu veux pas le dire, quoi. Bah non, mais c'est une erreur. Ok. Création de compte par erreur. Ok. Voilà. Et toi, Boris? Moi, j'ai pas de compte ni Instagram ni Facebook. Mais après, par contre, je partage des photos avec Volkel qui les Les utilise. partages sur leur compte. Ok. Et si on veut vous retrouver pour un petit tour de guide, c'est à Tignes pour tous les deux? Ouais. Exactement. Ok. Donc, si vous voulez rencontrer les animaux en vrai, c'est à Tignes que ça se passe, au bureau des guides. Merci à vous deux. C'était un super podcast. Partout dans le monde. Hein. Ah oui, partout dans le monde, oui. On n'est pas fermé, on peut aller partout. On organise tout. Super. Yes. Bah, merci beaucoup à vous deux. Et puis, je vous souhaite un bon déconfinement et on se voit bientôt pour un nouveau podcast. Ciao! Yes. Ciao. Ciao.